De donner la parole à Mathieu Menghini, qui est historien et concepteur de La Marmite, l'association La Marmite, qui a été mandatée pour développer un dispositif donc, de médiation numérique basé sur sa correspondance. Mathieu, je vous en prie. Voilà, bonjour à toutes et tous. Ravi d'être parmi vous. Je suis historien et praticien de l'action culturelle, c'est-à-dire que mon premier centre d'intérêt n'est pas le numérique a priori, mais l'interrogation des différentes articulations entre art et social, entre culture et démocratie. Et bien sûr, la médiation culturelle en fait partie, une médiation culturelle qui gagne à ne pas être obsédée par le neuf, mais par la pertinence, une médiation culturelle qui gagne à ne pas se soucier uniquement de l'élargissement des publics, mais également de l'approfondissement de la réception culturelle, à ne pas se substituer à l'appropriation précisément des œuvres. Ainsi, la question « qu'est-ce que recevoir une œuvre ? Qu'est-ce que recevoir une exposition, un roman, poème ?» d'un point de vue esthétique, d'un point de vue existentiel, d'un point de vue citoyen, est une question qui mériterait de nous occuper dans un tel cadre. Alors peut-être quelques mots pour ajouter des éléments au rappel du mandat qu'opérait tout à l'heure Stéphanie Lugon, dire qu'il part donc d'une intuition d'un étudiant de la HEIG qui, sollicité pour savoir comment il s'y prendrait pour connaître Ramu, a répondu ceci: je lui piquerai son smartphone. D'une manière ou d'une autre, une intuition qui est amusante mais qui interpelle. Est-ce que chacun accepterait de livrer aisément son smartphone, de livrer à tout vent l'historique de ses navigations? Est-ce que nos usages médiatiques nous disent le plus pertinemment, nous disent le plus valablement? Est-ce qu'ils nous révèlent le mieux? Est-ce qu'ils ne sont pas, au contraire, une forme de radiographie un peu honteuse de l'âme? Est-ce que ça n'est pas le petit bout de la lorgnette? C'est une question qui peut se poser. Alors la base du projet se tient cependant dans cette web app inscrite sur une interface de smartphone qui met en forme différentes archives. Cela vous a été dit, des archives visuelles, des archives audio, des archives textuelles, à travers les répliques de 9 applications. Plusieurs ont été mentionnées par Stéphanie. Alors ma mission dans ce projet, c'est, sur la base de cette web app, imaginer des projets de médiation qui répondent à 4 caractéristiques. La première, une adresse spécifique, s'adresser à des classes d'étudiantes et d'étudiants de 14 à 20 ans, proposer des médiations qui soient participatives et non pas uniquement de l'ordre de la consultation, proposer des médiations qui soient éventuellement indépendantes de la visite du musée, de la maison Ramu, de la Muette, pouvoir toucher ainsi des classes qui soit n'opéreront pas cette visite, soit se trouvent loin de Puy, et puis proposer une médiation qui soit éventuellement indépendante de la lecture d'une œuvre de Charles-Ferdinand Ramu. C'est une mission qui est rendue délicate par le fait que j'interviens non pas avec, mais en parallèle de la HEIG et des agences qui ont été évoquées par Delphine et Stéphanie, d'où une difficulté pour moi pour cerner très précisément les potentialités et les limites de cette web app, ce que l'on appelle, après James Gibson, les affordances. Néanmoins, une chance pour la médiation tient dans ce fait qu'on ne peut pas supposer un usage ou un effet d'un dispositif technique simplement sur la seule base de ses caractéristiques même complètes. Autrement dit, on peut jouer avec l'objet. Alors dès le début de mes démarches, de premières questions, de premières préventions me sont venues à la conscience. Par exemple, ce sentiment du danger qu'en investissant un nouveau médium, du fait de sa popularité auprès du public envisagé, on tende à égarer le sens premier de cette médiation culturelle en fétichisant, en valorisant l'outil smartphone pour lui-même, en se contentant d'un vecteur gadget qui fasse finalement écran à l'appréhension même de l'œuvre de Ramu. Alors la valorisation de cette œuvre pose un nouveau problème. S'agit-il de faire connaître Ramu ou de le faire aimer? C'est une question qui taraude l'esthétique de la réception et qui est devenue classique après un fameux discours d'André Malraux inaugurant la première maison de la culture à Amiens en 1966, qui disait que le monde de l'éducation est là pour enseigner et que les lieux de culture sont là pour enseigner à aimer. Alors,
précisément dans le projet du smartphone de Ramu, on a affaire au monde de l'éducation, mais aussi à une institution culturelle particulière, les musées de Puy, la maison de Ramu. Alors il convient de s'accorder à ambitionner à la fois de parfaire les connaissances et d'aiguiser l'amour. Et pour croiser ces dimensions, il me semble utile de faire appel à la notion d'expérience, qui est devenue très en vogue, notamment après les écrits du pragmatiste américain John Dewey, notamment dans un ouvrage comme L'art comme expérience, mais plus près de nous, qui a pu être reprise par des auteurs comme le littérateur Roland Barthes, qui considère que lire, c'est réécrire, je cite, le texte de l'œuvre, à même le texte de notre vie, ou plus près de nous encore, une écrivaine comme Marielle Massé replace la lecture dans la vie, une lecture qui doit pouvoir moduler notre accès au monde. Alors se pose la question de savoir ce qu'il y a à apprendre ou à aimer de plus profond en parcourant le continent Ramu, peut-être nous faire basculer d'un rapport instrumental, d'un rapport prédateur à la nature, à autrui, au monde, à un rapport plus poétique, plus éthique et peut-être plus politique, puisqu'il s'agit, dans le cas de la médiation que je suis appelé à penser, à une médiation groupale. Ramu, c'est une particulière saisie de la réalité, une saisie poétique qui donne de l'épaisseur au réel, qui en rend la saveur. C'est une particulière élaboration de la langue qui manifeste, qui révèle la prolifération infinie des sens que recèle le monde, qui révèle peut-être l'illimitation des significations que porte toute œuvre en son sein. C'est aussi peut-être, la langue du poète, permettre de s'émanciper des stéréotypes et de la désinvolture de la langue moyenne et sans doute résister à la soumission de nos imaginaires au conformisme. Les problèmes auxquels je dois me confronter, c'est agir par l'entremise d'un médium typique de l'ère numérique pour rendre compte d'un auteur de l'ère pré-numérique et qui plus est, qui était quelque peu technophobe ou du moins réfractaire à certaines technologies sans être pour autant réactionnaire. C'est quelqu'un qui se considérait pour un écrivain artisan, qui considérait la matérialité des choses, qui révélait un soin tout à fait particulier pour choisir une encre de spéciale qualité, les feuilles de papier sur lesquelles il écrivait, et l'objet bureau était capital pour notre auteur. Alors quel sort faire face aux inquiétudes d'un certain déterminisme technologique qui craint une mutation anthropologique à l'ère numérique, une mutation qui opère une forme de régression du fait des technocultures et qui légitimerait une forme de pessimisme culturel, qui constaterait une forme de perte de la qualité culturelle, une forme de perte de la valeur, une forme de perte de sens moral. Eh bien, peut-être que on pourrait opposer à la consommation jugée parfois nonchalante, fractionnable dans des temps courts qui sont jugés tout à fait défavorables à la réception littéraire, opposer ce que, par exemple, une chercheuse dans le domaine des humanités numériques qui nous vient des États-Unis, Catherine Hales, considère comme l'hyperlecture ou la lecture distante, qu'elle oppose à la lecture rapprochée des œuvres, à l'analyse de textes, une lecture distante qui réserve, ma foi, maintes potentialités, souvent peu exploitées par le monde de l'éducation, notamment des potentialités critiques. Il y a une autre inquiétude face à laquelle je me trouve, c'est celle de la fracture techno-culturelle, une fracture aussi bien technologique, aussi bien socio-économique que psychosociale, surtout liée aux usages. On pense qu'on a affaire à des natifs numériques chez les 14-20 ans, mais parmi ces natifs, il y a bien des naïfs numériques et on aurait tort de confondre l'utilisation et la maîtrise du smartphone. On est loin, avec l'ère numérique, de cette égalisation des conditions de la réception culturelle, comme cela a été dit dans l'intervention liminaire de ce colloque. Alors, comment opposer à la technologisation du rapport à la culture une forme de culturalisation du rapport à la technologie? Eh bien, toute la question est là. Le smartphone est devenu, en somme, le premier terminal culturel aujourd'hui. L'espace domestique, voire peut-être la chambre même, dans le cadre des 14-20 ans, est devenu le premier site culturel. Les réseaux ont accru formidablement la disponibilité de contenus culturels, mais aussi
la capacité d'action sur les contenus. C'est un double mouvement qui trouble beaucoup ce qu'on appelle le légitimisme culturel, la place traditionnelle des institutions culturelles, et qui génère une formidable hybridation de la culture. Un double mouvement qui a été, je crois, assez largement pris en compte par la médiation culturelle ces dernières années, qui entend croiser la démocratisation de la culture légitime, c'est-à-dire la dispensation en levant les obstacles cognitifs, symboliques dans l'accès à la culture soutenue par l'argent public, et qui croise aussi la démocratie culturelle, soit la considération qu'il s'agit de valoriser les capacités esthétiques, les imaginaires, les représentations des publics sociaux. Dans le jargon de l'action culturelle, on parlera du premier mouvement par le terme acculturation et du second par le terme enculturation, mais qui est un peu déplaisant à l'oreille. Alors les problèmes spécifiques que pose le smartphone de Ramu, c'est peut-être de penser une médiation à travers une interface qui n'est pas réellement interactive. On associe pourtant le smartphone à un dispositif de sociabilité, de fluidité, de créativité qui peut être déçu. Alors comment, avec un tel dispositif, matérialiser néanmoins la réception et essayer de générer des communautés collaboratives? C'est une des questions du rapport que j'aurai à rendre dans 3 semaines. Le second problème, c'est peut-être de penser une médiation à travers des sources qui ne sont pas forcément les écrits les plus estimés de Charles-Ferdinand Ramu, et à travers des pages statiques qui sont en nombre limité, mais peut-être que ce nombre limité est moins un défaut qu'une chance. Je fais allusion à la présentation d'hier de Giovanni Colavizza du studio du Rijksmuseum et de l'exemple qu'il donnait de Vermeer. Et puis un troisième problème, c'est peut-être de proposer un projet de médiation à moyen terme, alors que l'obsolescence est de plus en plus rapide s'agissant de ce médium que l'on croit, que l'on voudrait en phase avec la jeunesse. On sait qu'il y a une évolution formidablement rapide des applications, ou du moins de leur apparence formelle. Il y a peut-être déjà un certain nombre d'applications qui sont omises dans le projet actuellement développé. Je pense à l'application Maison, qui, moyennant détournement, pourrait faire lien à la muette. Je pense à l'application Flyover, qui permettrait peut-être de trouver les décors réels avec un décalage dans le temps, bien sûr, et de manière moins vivante des œuvres de Ramu. Je pense à l'icône livre aussi, qui permettrait peut-être de se faire une mini-bibliothèque thématique ou idéale. Alors, comment éviter une application morte ou pataude? Comment penser une médiation qui intègre la participation? C'est une ambition noble qui souvent est traduite par des usages un peu superficiels, des expériences esthétiques où la participation consiste simplement à appuyer sur un commutateur qui déclenche un mécanisme préenregistré. On n'a pas à faire là, je crois, une participation qui fasse de nous des créateurs au second degré, qui nous propose une expérience authentiquement libre. Alors, il y a pourtant dans l'étymologie même de la communication, à l'origine, parce qu'au XVIIIe siècle, ça évolue vers l'idée de transmission, mais à l'origine, excommunication le dit bien, la communication, c'est faire partie d'une communauté, c'est y prendre part, c'est partager. Alors il faut, je pense, penser un projet de médiation qui intègre cet élément de partage. Je travaille ces jours à imaginer donc une médiation qui valorise l'outil non pas uniquement comme réceptacle de contenu, d'information, de consultation, mais comme multimédia. Le smartphone, c'est un support de l'écrit, le smartphone, c'est un caméscope, c'est un appareil photo, c'est un enregistreur audio, c'est aussi une table de montage. Comment travailler sur ces bases-là et comment, parallèlement, opérer une recherche sur ce qui apparaît le plus pertinent à partager de l'univers de Ramu, qui soit susceptible d'intéresser la jeunesse et d'offrir une résonance pertinente avec l'ère numérique à laquelle le smartphone participe. Je terminerai en disant qu'il y a peut-être 3 thèmes qui sont des grands thèmes ramusiens qui peuvent croiser avec la jeunesse et avec l'ère numérique. Je pense au temps, un temps qui est, à travers ses temporalités multiples, le temps de Ramu, mais qui est aussi le temps accéléré
pathologique, disent certains, de l'ère numérique. C'est peut-être le thème de l'universel et du particulier, qui est absolument travaillé par Ramu, que l'on a longtemps considéré comme un écrivain régionaliste, mais qui est un écrivain universel, et l'outil smartphone, qui est un outil que certains disent glocal. Et puis, troisième thème, peut-être la beauté des choses, ou la particulière saisie du monde par le poète, à laquelle le smartphone fait peut-être écran. Alors c'est précisément cette quadrature du cercle qui fera le miel de mon rapport, dont les conclusions seront diffusées sur la plateforme dont on vous a parlé hier au soir. Je vous remercie de votre attention.